Ividor, ravi de vous retrouver. Vous êtes une des fidèles des dialogues du 21 et on a décidé aujourd'hui de mettre un accent sur la notion de récit de vie. Donc vous êtes psychologue, psychologue interculturel, vous êtes du courant systémique, vous êtes systémicienne, vous êtes directrice de collection depuis peu aux ESF. Bref, vous avez un regard assez complet sur les questions dont nous allons traiter. Et pour tout de suite commencer, comment définiriez-vous le récit de vie, les récits de vie, et quel point vous mettriez en avant à la fois dans sa constitution et dans sa transmission? Bon, merci pour cette invitation, Eric. Merci à vous. Le récit de vie, c'est la mise en mots d'une histoire, d'événements, des émotions, des sentiments, des ressentis, des vécus et des traumatismes d'un sujet. Donc le récit de vie, est une occasion pour le sujet de se raconter, ce qui d'ailleurs Paul Ricoeur, le philosophe, appelait l'identité narrative, c'est-à-dire par la narration, le sujet se raconte, et le truchement de la narration, il se positionne comme un autre. Il y a l'autre et moi. Donc, il fait donc cette différence entre l'autre et moi, l'autre à qui je raconte mon récit, à qui je raconte une histoire, et puis, il fait aussi une découverte de lui-même, tout en se racontant, parce qu'on ne se raconte jamais de la même manière, en fonction de la personne qui on a en face, mais aussi en fonction de l'objectif qu'on a. C'est-à-dire qu'on a toujours un objectif quand on fait un récit, et cet objectif, il va être en fonction aussi du contexte, de ce qui nous est demandé, de comment on est sollicité, de notre état d'esprit, de, du thème, bien entendu, du message qu'on veut faire passer. Et on observe quand même que les personnes qui ont entendu des histoires, à qui on a raconté des histoires, qui ont été dans cette projection-là imaginaire d'un récit qui se raconte, elles vont avoir plus de possibilités à se raconter, à être sujet d'une histoire qu'elles adressent à un autre, avec une logique dont parlait Paul Ricoeur, qui était la logique de la compréhension du récit, à savoir dans une forme de séquentialité et de temporalité compréhensible à l'autre. Donc faire récit, c'est aussi mettre dans une séquence les événements tels qu'ils se sont déroulés. Il a eu ça, et puis ça, ensuite ça, et dans une forme de temporalité. C'est lui qui est l'interlocuteur, qui entend, il peut savoir, mais ça c'était avant ça, et ça c'était après ça. Donc cette narrativité, elle est aussi ce qui donne au sujet son identité. Mhm. C'est essentiel, c'est fondamental de pouvoir se raconter, de savoir se raconter. Alors, on va saisir absolument cette dimension de compréhension de l'autre. Euh, Comme on le sait, on est dans les dialogues du 21. Et en quoi le récit euh, participe-t-il, nous donne-t-il accès à une meilleure connaissance de l'autre? Et que nous dit-il de l'autre qui soit décisif dans cette compréhension mutuelle? Alors, le récit, on pourrait dire, comme je disais tout à l'heure, c'est la mise en mots. On pourrait le considérer comme ce que les systémiciens appellent le digital, c'est-à-dire les mots. Mais le récit, il est toujours accompagné de ce qui se passe là, hein, de mouvements de corps, d'émotions, de bouleversements affectifs, émotionnels, des mimiques. Et c'est ça qui va donner du sens au récit. C'est-à-dire qu'on peut comprendre, mais en fonction de ce qui accompagne le mot de sujet, on va donner un sens qui est différent de l'autre. Mhm. Moi, je peux dire la même phrase avec une tonalité qui ne va pas du tout avoir le même effet si je le dis dans une autre tonalité. Par exemple, très souvent, j'ai des parents qui peuvent dire, je n'avais pas entendu ça avant, mais qui peuvent dire, par exemple, leur enfant, au moment d'une dispute ou d'une réprimande, dit oui, je t'aime, oui, 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 je t'aime. Et cela,
va avoir pour les parents pas du tout le sens d'un enfant qui déclare son amour à son parent. Ça va plutôt avoir le sens de tais-toi, quoi. Bah, circule, il n'y a rien à voir, c'est bon, je t'aime, ça va, ça va. Donc, c'est la même phrase de dire je t'aime et de dire oh, je t'aime. Donc, ce sens qui va être donné au récit par l'analogique, par tout ce qui accompagne, va aussi nous dire des choses sur le sujet, sur sa disponibilité, sur son émotivité, sur son envie de dire, mais sur sa confiance dans l'autre. Le récit, c'est un excellent thermomètre de la relation, puisque le récit permet aussi de définir la relation quelque part. Par exemple, si l'autre me fait confiance, alors dans une dualité, dans une modalité de don et contre-don, peut-être qu'il faut aussi que je lui fasse confiance. Si l'autre m'a fait cette confidence, il faut peut-être que je fasse une confidence aussi. Hier, j'avais une patiente qui me disait j'ai vécu une relation extra-conjugale par des messages, des courriers. Rien ne s'est passé physiquement, mais je me sens prise de cet homme. Et donc elle garde ça pour elle et elle m'explique qu'il y a une seule personne qui c'est une de ses amies, qui lui a avoué, qui lui a fait confiance en lui disant qu'elle-même vivait une relation extra-conjugale, avec des passages à l'acte intimes. Et elle dit, et donc quand elle m'a dit ça, j'ai pu lui dire que moi aussi je vivais quelque chose de semblable. Donc on voit bien que ça vient définir la relation, le récit. Donc ça dit quelque chose de l'autre aussi et de ma relation avec l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais ça, c'est presque comme je ne pouvais pas ne pas lui dire. Donc le récit, il engage des choses sur le plan personnel, mais aussi sur le plan relationnel. Ça ne se fait pas du sujet au sujet, quoi. Ça se fait du sujet à un autre, et donc ça dit des choses sur lui et sur la relation qu'il établit avec son environnement. Vous disiez préalablement que le récit est également variable, il dépend du moment où on l'énonce, des conditions, du contexte, bref, d'un certain nombre de facteurs. Quelles sont les dispositions et quelque part les précautions qu'il faut prendre lorsqu'on accueille ce récit de vie? Alors, le récit est un des principaux, peut-être même le principal outil du psychologue ou du psychothérapeute. Et le psychologue, le psychothérapeute, il a un rôle. Si on pense récit de vie dans un contexte thérapeutique, quelquefois on se raconte et on fait récit de sa vie, de son histoire, dans des contextes plus intimes, je sais pas, amical, amoureux, pour découvrir l'autre, pour se connaître, etc. C'est aussi du récit. Mais ce que j'observe, c'est que le professionnel, si on se concentre sur cette idée-là, le professionnel, il accompagne à la construction du récit avec des questions, avec des remarques, avec des mots qui sont dits comme ça pour inciter le sujet à poursuivre et puis à organiser sa pensée, mais aussi il joue un rôle dans l'accueil du récit, dans l'accueil de l'énoncé, dans l'accueil des dires et des mots, avec une attention, un regard, une présence physique. Ce que vous faites là, Eric, c'est-à-dire vous me faites comme ça, tout ça me dit ah c'est bien ce que j'ai dit là, ça va aller. Donc tout ça c'est l'accueil du récit. Si au contraire vous me faisiez une tête un peu comme ça, je pourrais me dire ouh il n'a pas compris ce que je raconte, voilà. C'est-à-dire que le corps il engage ou il désengage le sujet. Et même dans la parole, je vois bien, mais quand je fais cours à l'université ou même dans des formations, quand je vois un étudiant qui fait une tête un peu, mais peut-être que vous n'avez pas compris. Et en fonction de l'assemblée, on voit bien quand on fait une conférence, on va s'appuyer plus souvent sur le regard de la personne qui nous accompagne, qui accueille notre récit, etc. Qui coporte le récit. Exactement. À laquelle on a l'impression c'est-à-dire que le message passe, quoi. La personne le comprend, ou en tout cas,
nous rassure, parce qu'il y a aussi de ça. C'est de comment on accompagne le récit en rassurant l'autre sur le fait que on est dans une écoute attentive, dans une écoute active. Hein, c'est pas l'écoute flottante, c'est une écoute active, une présence physique, et on est dans je suis disponible, je suis disposée. Et puis évidemment, il y a l'espace physique. Il faut un setting pour qu'on puisse se raconter. On ne peut pas se raconter dans un endroit où il y a l'intrusion d'autres personnes, il y a du bruit, on voit que la personne qui est là doit faire plusieurs choses en même temps. Et ça, quelquefois, j'entends des collègues qui travaillent dans le secteur social, dans des lieux où il y a plusieurs personnes, comment c'est difficile d'accueillir la parole de celui qui est en face parce qu'il n'y a pas d'intimité. De singulariser. Exactement. Et il faut... c'est précieux en fait. Ce que l'autre a à nous raconter, c'est précieux. C'est peut-être pas précieux pour moi, mais c'est précieux pour lui. Et donc, il y a du respect à avoir pour cette parole. Et pour cela, il faut le témoigner, ce respect-là. Mais c'est une preuve de confiance. Et donc, on doit faire honneur à ça en étant complètement disponible. Absolument. Alors, je disais initialement que vous avez une dimension en tant que psychologue aussi interculturelle, et vous publiez sur ces questions-là. En quoi cette dimension interculturelle peut-elle jouer un rôle déterminant dans la nature de ce récit et dans son mode de communication? Alors, moi, je pense fondamental parce que déjà, il y a une question quand même qu'il faut résoudre par rapport à la question de récit de vie. C'est la question de la langue. C'est ça. C'est-à-dire d'autoriser la personne venue d'ailleurs à s'exprimer dans sa propre langue. Et là, vous pourriez me dire, mais c'est évident. Parce que si on ne peut pas s'exprimer quand on ne parle pas français, quand on est allophone, si on ne peut pas s'exprimer dans sa propre langue, alors on ne peut pas s'exprimer. Si quand je parle, l'autre en face de moi ne me comprend pas et quand l'autre en face de moi n'est pas compréhensible pour moi, ce qu'il dit, je ne comprends pas, là on est face à une impasse très importante de la rencontre et de la communication entre les êtres. Donc on n'est même pas encore à l'étape du récit. Mais ce n'est pas si simple parce que pour avoir un interprète, ça demande toute une organisation, ça demande de l'argent, financièrement c'est coûteux. Ça crée un biais aussi? Ça crée un biais, et bien sûr, mais dans les situations où on n'arrive pas à comprendre l'autre, c'est important parce que, bien sûr, les collègues, ils bricolent, ils font des bricolages créatifs avec leur téléphone, ils font des tentatives de mots qu'ils retiennent et qu'ils peuvent utiliser, tout ça. Mais moi, ce qui est important, c'est quand même le message qu'on adresse à quelqu'un à qui on enlève la possibilité de s'exprimer. Alors on pourrait dire, mais il est ici, il n'a qu'à s'exprimer en français. C'est pas si simple parce que tout le monde ne peut pas forcément apprendre une langue et puis on en parlera. Quand on n'est pas libre pour penser à l'apprentissage demande certaines choses, certains aussi en contexte et certains critères. Mais donc ça c'est déjà la première chose. Il y a aussi tout le culturel qui accompagne les mots. Comme on a dit, l'analogique. Mais en fait, la culture est la base pour la construction psychique du sujet. Et donc, cette base, la façon qu'il a de se montrer, de se présenter, d'être dans la relation avec les autres, elle va forcément s'exprimer aussi avec d'une autre culture. La relation au genre. Exactement. Donc, on voit très souvent des quiproquos du genre, les plus ordinaires, les plus simples, en tout cas, basiques. Ce jeune ne me regarde pas dans les yeux. Quand on gratte un peu dans la culture du jeune, ne pas regarder un adulte dans les yeux, c'est un signe de respect. En face, l'adulte comprend qu'il n'a rien à faire de lui, que je parle dans le vide. Des personnes qui vont dire oui, et qui ne vont pas faire ce qu'ils ont dit.
Et puis le travailleur social ou le psychologue, ou souvent les travailleurs sociaux, parce que c'est à eux qu'on demande des choses et qu'il y a des choses un peu plus concrètes à réaliser, disent mais je suis sûre que la personne a compris. Sauf que dans sa culture, on ne peut pas dire non. Dire non, c'est un signe d'irrespect. Donc c'est évident que la culture, elle donne un autre ton au récit du sujet, à comment il se raconte, etc. Et c'est pour ça qu'il faut savoir de quoi il s'agit. Et il faut interroger la personne sur de quoi il s'agit. Moi, j'ai l'impression que vous me dites des oui, et en fait, vous ne faites pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, comme on sait, qu'est-ce que est difficile pour vous de me dire non? Est-ce que ça se dit non dans votre pays? C'est ouvrir les portes sur l'ailleurs, qui est l'ailleurs du pays d'origine, de la culture d'origine, pour que le sujet puisse se dire dans le ici et maintenant comment cette culture, elle se manifeste pour lui et comment il l'a intégrée. Une toute dernière question d'ouverture et de possible progrès. Euh, Est-ce que vous pensez que dans le cadre d'une éducation au monde, le partage de ces récits de vie pourrait occuper une place plus importante et de quelle manière cela pourrait-il se produire? Oh oui, moi je pense vraiment dans une éducation plus empathique, Mhm. dans une éducation un peu plus sur mesure. Alors bien sûr, on ne va pas faire sur mesure pour tous les élèves, mais sur mesure pour pour lesquels on sent un peu une difficulté. Parce qu'en fait, pour apprendre, il faut de la disponibilité mentale et psychique. Et pour accepter d'apprendre, il faut aussi qu'on ait l'impression que l'autre en face de nous a un regard positif sur nous, qui croit en nos compétences, qui reconnaît nos défauts, nos failles, nos difficultés, mais qui croit aussi en nos compétences. Donc un enfant qui est en difficulté ou un adulte qui est en difficulté, il a besoin d'être accompagné de plus près et qu'on comprenne bien quelle est cette difficulté unique, individualisée, qui fait que pour lui c'est difficile. Par exemple, moi j'entends quelquefois des enfants qui sont pris dans des conflits parentaux, des couples qui se séparent et qui, pour lesquels c'est conflictuel et c'est difficile. Oui, ça quelquefois empêche d'apprendre. Quelquefois, ça plonge l'enfant dans seulement l'univers de l'apprentissage, mais quelquefois, ça le retire. C'est-à-dire, je ne veux pas savoir, je ne veux pas comprendre, je ne veux pas apprendre, je ne veux pas entendre. Et c'est souvent des expressions de ce qu'il peut vivre dans son intime. C'est-à-dire que si on ne s'y intéresse pas à ce qui se passe pour lui, auprès de lui, qui est toujours une réponse unique, alors on va pouvoir construire des espèces de généralités qui ne vont pas pouvoir aider le sujet. Quand j'entends quelquefois, mais cette personne, ça fait tant de temps qu'elle est ici, qu'elle n'apprend pas le français, elle est allée en cours de français, elle n'apprend pas le français. Être empêché de penser et d'apprendre, c'est aussi quelquefois lié à tout ce qu'il y a dans notre tête. Aussi comme pour ce petit enfant avec les parents en conflit, c'est-à-dire le demandeur d'asile par exemple, qui n'a pas de lieu où dormir et qui attend désespérément une réponse. Il réponse de savoir s'il va avoir l'asile ou pas, s'il a un toit ou pas, s'il a des ressources ou pas. Tout ça, apprendre une autre langue, ça devient tellement à côté des besoins vitaux primaires du sujet. Donc en fait, pour apprendre, là aussi, il faut de la sécurité en fait. Il faut de la sécurité. Et puis, juste pour peut-être terminer, apprendre, ça veut dire aussi être rassuré sur ses loyautés. Quand je pense à une langue, par exemple. Apprendre une autre langue que sa langue maternelle demande à être, pour le sujet, être sécure sur le fait qu'il n'oubliera pas sa langue maternelle, qu'il ne la laissera pas de côté, qu'en parlant une autre langue que la sienne, il ne deviendra pas comme ceux qui parlent cette langue-là, parce que on parle les langues des siens. Est-ce que c'est possible pour moi de devenir un autre? Et si je deviens faisant partie des autres qui parlent cette nouvelle langue-là, est-ce que je suis moins
parmi les miens. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça, mais Oui, bien euh, sûr, vous l'êtes, Ivy. Euh, on pourrait de toute façon, il me semble, sous votre contrôle, élargir cette question de la langue à la question de l'identité personnelle, quelle que soit la langue, que ce récit de vie permet une manifestation de cette identité et une reconnaissance de cette identité. Et on peut le voir finalement pour tout enfant, pour toute personne en train de se constituer, être respectée par rapport à ce qu'elle a à dire du monde et être entendue pour ce qu'elle est. Ce qui rejoint la question que nous posions et à laquelle vous avez apporté de nombreux éléments de réponse, qui est cette éducation à un monde plus sensible, vous disiez plus sympathique, mais vraiment dans le sens d'une compassion, d'une sympathie, de la présence à l'autre, de la présence mutuelle que nous nous devons à travers le partage de nos propres récits. Donc je pense que c'est au-delà même des facteurs culturels et linguistiques, on est vraiment dans la construction de l'identité, oui, une écoute plus sympathique, plus empathique, plus plus empathique. proche de la réalité de l'autre, c'est que aussi le récit, ça nous transforme. Le récit de l'autre nous transforme. C'est une responsabilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort de l'autre et qui vient nous faire partie de notre vie. C'est pas que j'ai la même vie que l'autre qui me raconte le récit, mais c'est que du coup, à partir de là, à partir du moment où je sais ça, j'avance avec cet élément nouveau. Mhm. Et ça transforme ma façon de penser, de voir le monde, etc. Et ça, on l'observe dans ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, par exemple. Quand on entend des récits qui sont violents, brutaux, même presque dans le hors-sens, tellement c'est violent, inhumain, hors de, d'élaboration presque. On n'arrive même pas à imaginer cette horreur-là. C'était pas pensable encore. Et si on se met à penser à partir de ce que l'autre nous raconte, dans une posture empathique, très souvent, des personnes décrivent cette exposition au récit comme quelque chose qui provoque en elles des symptômes du stress post-traumatique, Mhm. des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire, une certaine anxiété, des angoisses, des peurs, etc. Alors qu'ils n'ont pas vécu Mhm. l'expérience. Et ils ont été touchés par le récit d'un autre. C'est pour dire la puissance du récit, qui est à la fois euh, une richesse et qui porte en lui un pouvoir. Magnifique. Merci beaucoup, Ivy, Merci, et à vous retrouver. merci.